Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Hamid, notre metteur en ondes. Bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène. Et ce premier numéro de Jeux de scène et plus. Donc Jeux de scène, toute l'actualité du théâtre, du spectacle vivant sur Radio Soleil. Et puis ensuite, nous aurons droit à un plus, c'est-à-dire des autres scènes, des expositions, des livres, etc. Alors, on recommence par le théâtre. Je vous parlerai de The Walk de Suzanne Kennedy, Marcus Sell, que j'ai vu à l'Odéon aux Ateliers Berthier. Un spectacle de danse, Débandade d'Olivia Granville au Théâtre du Rond-Point. Les petites filles modernes, titre provisoire, mais qui reste toujours là, de Joël Pomera, c'est au Théâtre des Amandiers de Nanterre. If Music Be the Food of Love, ce sont des sonnets et des chansons de William Shakespeare que j'ai vus au Théâtre de l'Épée de Bois. Et puis Les Enfants du Diable de Clémence Baron, mise en scène de Patrick Zard au studio Hébertot. Détail d'un vase grec à figure rouge, c'est une conception de Flavien Bellec, Étienne Blanc, Clémence Bossé et Solal Forte que j'ai vu au Théâtre de l'Athénée. Alors Suzanne Kennedy au Théâtre de l'Odéon, Atelier Berthier, The Walk. Oui, il fallait bien les ateliers Berthier, parce qu'on sait que, justement, si l'Odéon a les ateliers Berthier, c'est pour pouvoir faire des scénographies très particulières, et c'est le cas ici. Alors, c'est un spectacle, déjà, il est en anglais, avec des surtitres, hein, même si Suzanne Kennedy est en Allemagne. Et puis, donc, on commence, alors c'est assez curieux, parce que tous les acteurs sont semblables. Ils ont tous de genre de masques qui font qu'ils sont interchangeables. Et tout ce qui peut, à la rigueur, les changer, c'est de se mettre une veste rouge ou une veste jaune, etc. Et on va avoir dans un premier temps une sorte de concours à qui est-ce qui va pouvoir tenir tel ou tel rôle, etc. Et puis, à un moment donné, on nous dit, eh bien, venez sur scène, vous les spectateurs. Et donc, le quatrième mur s'effondre et on va avoir comme ça un parcours. Alors, c'est là que la scénographie est très importante parce que il y a tout un tas d'espaces. Et si on reste assis à sa place, qui était un peu mon genre, parce que moi ça m'agace pas, mais on voit pas tout. Donc on est obligé quand même d'aller sur scène. En même temps, quand on reste assis, on voit le public. Et on s'aperçoit à quel point on se sert du public pour faire cette pièce. Alors, bon, je peux pas dire que j'ai tout compris, j'ai même pas rien compris du tout, mais c'est pas grave, c'est pas très grave parce que ça raconte ce qui se passe dans la tête d'une personne qui va mourir et tous ses fantasmes et donc tous les jeux qu'elle fait avec la mort, avec la vie, etc., avec même la sexualité à certains moments. Bon, il y a tout ça. Alors il y a des lieux différents, des petites scènes différentes comme ça, et puis il y a l'ensemble aussi. Et donc bon. C'est pas, pour moi c'est quand même bizarre, j'ai un peu de mal mais c'est original. C'est quelque chose quand même que j'avais pas vu avant et que j'ai trouvé assez intéressant. Voilà. Chantal, Débandade. Oui, spectacle de danse, donc d'Olivia Granville. Alors, moi, j'ai eu le sentiment que c'était un peu de la danse documentaire dans les intentions, mais heureusement, il y avait de l'humour dans la réalisation, ce qui fait que ça passait plus facilement. Alors, le titre, je le trouve bien choisi il est dans l'air du temps, en fait, parce que ce Débandade, ça rend compte de quoi? Eh bien, de quelques bouleversements pour les hommes en raison des mouvements féministes, parce que Débandade s'intéresse aux différentes représentations de la masculinité. C'est pas tout à fait des bandages quand même, si, c'est un peu... C'est à toi de voir quelques connotations, bien sûr. Ça donne une pièce chorale qui est forte par moments, mais qui par d'autres moments est un petit peu plus faible. Alors, est-ce que ça vient du mélange des genres? Parce que
on va avoir un pot pourri autour des stéréotypes de la masculinité. Et alors, il y a quelque chose simplement qui m'a gênée, c'est qu'on a demandé à chaque danseur d'évoquer ses relations à la danse, ses relations avec son père, et ces témoignages, ils sont un peu pris, j'ai envie de dire, à l'état brut. Alors, il m'a manqué là, moi, un auteur dramatique, il m'a manqué une réécriture, et chaque danseur a été filmé, et son image dans une posture figée et projetée. Alors, c'est côté jardin, on entend parfois, alors leurs interventions c'est en direct ou alors c'est enregistré. Donc ça m'a un petit peu gêné cela. Et ces stéréotypes, ils n'étaient pas toujours, de mon point de vue, détournés suffisamment dans la dérision. Par contre, lorsqu'il y avait des mouvements collectifs, des mouvements d'ensemble, c'est là qu'apparaissaient des figures comiques de dérision. Je reconnais que ce spectacle va se bonifier au fur et à mesure, qu'il a un bon rythme, et il y a des séquences de situations mimées avec un fond musical. C'est des chansons extraites de films, de westerns, etc., même de Dark Vador, des chansons populaires. Et je trouve que là, il prend un autre ton et ça va se terminer avec un défilé qui est excellent où chaque danseur récupère ses accessoires vestimentaires, ses godasses, je ne sais pas, sa chemise, son pantalon, mais l'utilise d'une drôle de façon sur son corps et ça crée des figures de Romains, de Grecs et le final aussi, ça renvoie à la partie animale et là, on remarque un danseur grand et maigre qui nous fait la posture du poulet qui se déplace et c'est véritablement bien. Bon, ce spectacle qui est fondé sur des solos et de la chorale, mériterait selon moi d'être resserré pour qu'il ait véritablement son bon rythme. C'était le Théâtre du Rond-Point. Joël Pomera propose au théâtre de Nanterre-Amandier dans le cadre du festival d'automne Les Petites Filles Modernes, titre provisoire, André. Alors, déjà, c'est la première fois que nous allons dans ce nouveau théâtre des Amandiers de Vincennes, puisque je devais être prêt à la rentrée, mais là, il y a eu un peu de retard, et là, c'est le premier spectacle. Alors, bon, la vérité, c'est que moi, j'aimais beaucoup le théâtre provisoire qui avait été sous une grande tente comme ça construit. Là, pour l'instant, alors peut-être que ça va changer. J'ai trouvé que c'était un peu froid. Oui. Un peu froid, les grands couloirs, les murs, etc. Bon. Oui, mais moi, j'ai retrouvé la structure interne de l'ancien théâtre Nanterre à Amandier avec la partie un petit peu supérieure, là où auparavant, c'était le restaurant. Maintenant, c'est autre chose. Alors, Pomera, évidemment... moi, je suis un fanatique de Pomera, j'aime tout ce qu'il a fait, et je me dirigeais vers ce spectacle avec énormément d'appétit et de soif. Il faut pas faire ça. C'est très mauvais d'avoir des préjugés, parce que jusqu'à maintenant, ce qui m'avait beaucoup plu chez Pomera, c'était, je dirais, la simplicité de la mise en scène, la simplicité de la direction d'acteurs et le fait qu'on était véritablement dans quelque chose de très vivant où on ressentait véritablement les personnages. Alors que ici, il y a une telle technique que je n'arrive pas à rentrer dans le spectacle. Hein. Il y a trois acteurs, hein, deux qui jouent les petites filles, hein, les petites filles modernes, hein, et puis un autre qui joue, je crois, un des pères. Enfin bon, mais ce qu'il y a, c'est que en permanence, nous allons avoir déjà des lumières extrêmement faibles, hein, c'est-à-dire que on est dans le noir beaucoup, et ce qui n'est pas dans le noir, ça va être un peu en noir et blanc, et ça va être des décors. C'est-à-dire que sur la scène, il y a une chaise et une table, et puis c'est tout, mais tout le reste, ça va être en décor vidéoprojectoré, etc. Et donc, bon, voilà. Donc moi, comme c'est bien que tu l'aies vu, parce que tu vas pouvoir en dire du bien, mais moi, je peux pas, parce que je ne suis pas rentré
dans ce spectacle. Tandis que moi, j'ai considéré que c'était un metteur en scène qui travaillait du côté de l'âme et qui est capable de scénographier les zones obscures de la pensée. Parce que c'est une histoire à hauteur d'enfant. On présente Marjorie et Jade. Toutes les deux sont un peu dans la maltraitance. Et je trouve que justement, la construction à partir de la lumière permet d'imaginer ce qui peut, alors je ne sais pas, c'est peut-être ce qu'il y a dans la tête des personnages, parce que moi, j'y ai vu des interprétations possibles, hein, peut-être qu'on est dans leur subjectivité, peut-être qu'on est dans leurs rêves, peut-être qu'on est dans des histoires que se font les enfants, mais j'ai même vu, moi, là-dedans, grâce à tous les effets stroboscopiques, je suis pas sûre de pouvoir le dire, ce mot-là, stroboscopique, j'ai vu presque un conte quantique, une histoire où leur histoire pourrait se dérouler dans un monde parallèle, d'autant plus qu'il est question au début d'une grande boîte un peu extraterrestre où quelqu'un est enfermé à cause d'un délit d'amour. Il y a une question aussi d'un gouffre avec des pouvoirs extraordinaires et c'est ce trou noir et j'ai ressenti l'univers. J'ai trouvé qu'il avait été capable d'exprimer des distorsions spatiales et temporelles et moi j'ai ressenti ce vide un peu cosmique. Il y a aussi, le vide, c'est tout ce que j'ai ressenti moi, c'est du vide. Oui, mais il y a quand même il y a de très très belles perspectives. Il joue avec le proche et le lointain. À un moment donné, on voit les deux silhouettes, on a l'impression qu'elles sont extrêmement éloignées de nous. Si j'avais une petite réserve, c'est que c'est du théâtre roman et que peut-être il y a beaucoup de voix enregistrées. C'est pas mal pour l'absence des parents, parce qu'on ne les voit jamais. Dans The Walk, toutes les voix étaient enregistrées. Oui. Oui. Donc là, mais moi c'est vrai que ces voix enregistrées, d'ailleurs, elles sont pas seulement enregistrées, elles sont travaillées, ce qui fait qu'on n'arrive même pas très bien à comprendre toujours ce qu'elles disent. Oui, tu as peut-être un peu raison sur ce domaine, mais les deux comédiennes principales, Marie Malaquier et Coraline Kerléo, elles ont un jeu un petit peu dans la lignée des contes et légendes, mais en plus naturaliste et en moins irréel. Donc, c'est ça le théâtre. Il y a un spectateur qui est rentré dans le spectacle et l'autre qui est resté dehors. Bon, et tu es rentré dans If Music Be the Food of Love, que tu as vu au théâtre de l'Épée de Bois, des sonnets et des chansons d'un certain William Shakespeare. Oui, et c'est Alexandre Martin Varrois qui a conçu le spectacle, qui dit les poèmes et qui les chante. Bon, c'est pas un spectacle facile pour moi. Pourquoi ? Parce que ce sont des sonnets. Alors les sonnets sont traduits en français par Jean-Michel Desprats et les chansons sont en anglais. C'est des histoires d'amour. Le poète est délaissé par son amant et donc la raison ne suffit pas pour calmer ses ardeurs amoureuses. Donc je trouve que Alexandre a su créer une atmosphère, une sorte de scénographie de l'intime, et il y a une grande structure énigmatique d'où pendent des grandes files et il y a quelque chose d'assez pictural. Il est accompagné de deux musiciens et le musicien électro-acousticien, il apparaît en tenue de Renaissance dans un encadrement de tableau, dans une posture figée, c'est beau, l'accordéoniste aussi est dans un costume d'époque. Donc, je trouve que le comédien, l'interprète, il s'est mis dans une ambiance concrète, pragmatique, pour faire de petits gestes du quotidien. Moi, ça m'a aidé un peu à comprendre le spectacle. Et vraiment, il sublime l'espace de la salle de pierre, de l'Épée de Bois. Et la forme sonore, elle n'est pas simplement du côté des pièces classiques, mais il y a un travail d'enregistrement, de détournement, de réécriture musicale qui m'a paru très intéressant. J'ai vu de l'élégance dans ce spectacle, de la matière et de belles références à un répertoire.
au studio Hébertot se donne Les Enfants du Diable. Les Enfants du Diable, c'est comme ça qu'on appelle en Roumanie les enfants que Ceausescu a mis dans plusieurs types d'orphelinats où ils étaient maltraités voilà. Et donc Clémence Baron qui dédie cela à sa sœur, une sœur qui a été adoptée par ses parents dans sa famille et qui, elle, a connu ces orphelinats de Ceausescu. Donc elle a écrit une pièce, évidemment pas autobiographique, hein, et donc elle imagine que en 2009, hein, après la chute de Ceausescu, à Bucarest, hein, Niki rentre chez lui, excédé d'apprendre que sa sœur, qui est devenue une grande vedette, hein, ne se préoccupe pas plus de sa famille, puisqu'ils ont été séparés étant enfants. Hein, ils étaient trois. Deux qui étaient à peu près en bonne santé et une enfant qui avait des problèmes d'autisme, des problèmes de relation avec les autres. Et donc, les parents voulaient bien en prendre une, ou deux même, mais pas les trois. Et donc, le frère a préféré rester avec sa petite sœur invalide plutôt que de partir avec la grande, et voilà. Donc c'est ces retrouvailles et c'est assez intéressant parce que il y a ces enjeux de savoir ce qu'on doit aux autres. Hein. On a 10 ans, est-ce qu'on va choisir l'espoir, hein, quitte à sacrifier le reste de sa famille, hein, puisque la mère est morte, etc., qui sont promis de rester ensemble. Bon, voilà. Donc moi, j'étais. Alors, je ne veux pas dire que ça marche tout le temps. Je ne veux pas dire que que le spectacle, du point de vue, du jeu, m'a toujours convaincu. Mais malgré tout, dans l'ensemble, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que j'ai trouvé que l'écriture était intéressante et que les problèmes qui étaient soulevés, voilà, c'est pas banal, hein, et ça nous apprend des choses, hein, peut-être parce que moi je savais pas tout ça, mais on verra tout à l'heure dans la deuxième partie que il y a des œuvres qui ont elles sont pas documentaires, mais elle renvoie à l'histoire, elle renvoie à des situations qui se sont véritablement produites, hein, et j'ai trouvé ça courageux et intéressant, ce spectacle, donc au Petit Hébertot. Les Enfants du Diable de Clémence Baron. Hein. Et Chantal, toi, on va terminer par le détail d'un vase grec à figure rouge. C'est énigmatique. Bah ouais. C'est déjà un jeu d'esprit pour le spectateur qui va chercher des correspondances entre le contenu et puis le titre. Alors, on est en pleine mise en abîme. Hein. Bien sûr, on est dans le théâtre, puisqu'on va nous parler de spectacles ratés, de spectacles qui n'aboutissent pas. C'est Flavien Bellec et Étienne Blanc qui s'inscrivent dans une drôle de démarche qui est la déconstruction de la représentation théâtrale. Alors, c'est un pari audacieux, hein, puisqu'il faut présenter un projet de spectacle qui ne fonctionne pas, sans que nous nous ennuyions. Alors, choisir les défauts, les obstacles comme moteur dramatique, c'est quand même un pari. Bon, ça marche en partie par moment et j'ai beaucoup ri à certains endroits, mais à d'autres, c'était un petit peu plus vide pour moi, cela n'était pas assez rempli. C'est un triptyque. Alors dans une première partie, on va d'abord entendre Flavien Bellec qui va évoquer les différents sujets possibles et rechercher des titres. Alors il y a son compère à l'ordinateur qui nous projette les titres avec beaucoup d'hésitation. Alors ça fait référence à des chefs-d'œuvre et ça veut les détourner. Parfois, ils sont illustrés par un jeu de scène, mais assez minimaliste et parfois même un peu ridicule. Il n'arrête pas de changer de titre, alors c'est par exemple Hamlet Safari, Ulysse Safari, pour enfin arriver
à la figure du clown. Là, on sent que c'est... Alors, pour comprendre le titre, que c'est Ulysse qui les inspire, parce que Ulysse serait un anti-héros et il serait celui qui a du mal à revenir chez lui, qui rate son retour. J'ai eu des réserves pour la deuxième partie. Pourquoi ? Parce que c'est une marionnette pour poupée, mais la fin de la séquence, ça fonctionne un peu comme dans les nouvelles. Dans les nouvelles, il y a une chute. Eh bien, la fin va agir comme un coup de théâtre significatif qui donne un autre sens. C'était déjà le cas dans la première partie où on va assister à une crise d'acteurs qui cherchent bien sûr l'absolu dans le théâtre. La troisième partie, c'est plus facile. Pourquoi c'est plus facile ? Parce qu'on retrouve le personnage du théâtre. Donc c'est plus vivant, interprété très bien par Solal Forte, qui est dans un coin de la salle, des spectateurs, sur une chaise. Il est habillé en curé et il a le bouquin d'Ulysse entre les mains. Il est en train de répéter son rôle parce qu'il a un ego surdimensionné et qu'il aimerait réussir une audition. Donc, dans ce spectacle, c'est les différentes chutes qui font rebondir l'intérêt pour le spectateur. Je ne regrette pas du tout l'avoir vu et j'ai même du plaisir à en parler car l'originalité vient de la situation comique puisque ce sont les comédiens, les metteurs en scène eux-mêmes qui se mettent des obstacles pour construire leur spectacle. C'était au théâtre de l'Athénée. Donc, en dehors de ce détail d'un vase grec à figure rouge, je vous ai parlé des enfants du diable au studio Héberto. De If Music Be the Food of Love, sonnet chanson de William Shakespeare au théâtre de l'Épée de Bois. Les petites filles modernes, titre provisoire de Joël Pomera aux Amandiers de Nanterre. Des bandades, c'est une conception chorégraphique d'Olivia Granville au théâtre du Rond-Point. Et puis The Walk, conception de Suzanne Kennedy, Mark-Iris Seg. Donc ça c'est pour la première partie de Jeux de scène et plus, parce que après une pause, on va vous parler d'autres choses. On va vous parler, par exemple, moi, de Fallujah. C'est une bande dessinée, Ma campagne perdue, de Fera Alani et d'Alim. Toi, Chantal, tu vas nous parler d'un roman de 4 jours sans ma mère, de Ramsès Kefi. De Azzedine Alaya et Christian Dior. Que j'ai vu, dont j'ai vu les belles robes et les belles tenues à la Fondation Azzedine Alaya. De la trame de l'existence, c'est une exposition de Magdela Abakanowicz au musée Bourdelle. Et puis un film, 2 films, 3 films, La petite cuisine de Mehdi, Amin Adjina. De la condition de Jérôme Bonnel, L'englouti de Louise Aymon. Voilà, et donc on se retrouve dans quelques temps pour ce deuxième partie de Jeux de scène et plus. À tout de suite. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء ونجومه قمروا سهروا وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا في الحب سوا والهوى منه الهوى
يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي كنت ولا امبارح فاكره ولا عندي بكره استناه ولا حد يوم يعيشها يا حبيبي كنت ولا امبارح فاكره ولا عندي بكره استناه ولا حد يوم يعيشها يا حبيبي خدتني بالحب في رمضة عين وريتني حلاوة الأيام فيك حلاوة الأيام فيك حلاوة الأيام فيك خدتني بالحب في رمضة عين وريتني حلاوة الأيام فيك حلاوة الأيام فيك حلاوة الأيام فيك خدتني بالحب في غمضة عين وريتني حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين الليل بعد ما كان غرب لقيته أمان والعمر اللي كان صحرا صباح بستان الليل بعد ما كان غربة لقيته أمان والعمر اللي كان صحرا صباح بستان يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل يلا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس تعالي بعد سنة مش قبل سنة تعالي بعد سنة مش قبل سنة في ليلة حب حلوة في ألف ليلة وليلة 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 بكل العمر هو العمر إيه الليلة زي الليلة زي الليلة الليلة زي الليلة Rebonjour, nous revoilà, après avoir écouté entre autres Fatoum, Kalthoum, les 1001 nuits, sachant que on peut la retrouver à la radio le samedi après-midi et sachant que des belles chansons
vous pouvez en entendre dans l'émission d'Hamid, qui est le dimanche à quelle heure, Hamid? À 16h, 15h, dimanche à 15h. Voilà. Et nous, donc, on passe à la deuxième partie de ce jeu de scène et plus. Je vous parlerai de Fallujah, ma campagne perdue, de Ferhat Alani et de Halim. Je vous présenterai un roman, 4 jours sans ma mère, de Ramsas Kefi, aux éditions Philippe Rey. Fondation Azzedine Alaya. Azzedine Alaya et Christian Dior, 2 maîtres de la haute couture. Une exposition au musée Bourdelle, La trame de l'existence, de Magdalena Abakanowicz. Alors... Et la petite cuisine de Mehdi? Oui, la petite cuisine de Mehdi que j'allais oublier. d'Amin Hadjina, donc c'est un film. Et moi, je vous présenterai 2 films, La Condition de Jérôme Bonnel et L'Englouti de Louise Aymon, avec Galatea Bellucci comme comédienne, entre autres. Alors, Fallujah, ma campagne perdue, c'est une BD. Oui, c'est une BD, certains appellent ça des romans graphiques. Bon, en tout cas, ici, Ferhat Alani, c'est pas non plus quelqu'un qui a l'habitude de faire des BD. Contrairement à Halim qui l'illustre, lui, c'est un journaliste. Hein. C'est un journaliste, il est né en France, mais de parents irakiens. Et s'il s'appelle Ferhat, c'est à cause de l'Euphrate. Parce que l'Euphrate qui passe à Fallujah s'appelle Ferhat. L'Euphrate. Et donc, on peut imaginer ce que ça lui fait, les événements de 2004. Parce que, vraiment, il était en 2019 dans sa famille, avec ses oncles, à Fallujah. Et en 2004, arrive cette guerre, arrive cette intrusion des Américains qui n'arrivent pas, qui ont beaucoup de mal à prendre la ville parce qu'elle est faite de telle manière que c'est pas évident, et qui vont véritablement utiliser tous les moyens, même les plus dégueulasses, pour arriver au bout, y compris, et c'est ça qu'on apprendra dans l'enquête que va faire Ferhat Alani, y compris de l'uranium soi-disant appauvri, mais qui va laisser des séquelles pires qu'à Hiroshima. Donc voilà. Alors ça m'a passionné cette bande dessinée parce que c'est véritablement quelque chose. Pour moi, c'est un reportage, et elle fait partie justement d'une collection qui s'appelle Témoins du monde, où dans cette collection des escales Stinkis, il y a quelqu'un qui va demander comme ça, qui va mettre en relation un dessinateur avec un auteur, et c'est ce qui s'est passé, et c'est Michel Veltrin qui a fait se rencontrer, je crois, ces deux-là et alors c'est son histoire, c'est lui le héros, si je puis dire, le journaliste qui a eu le prix Albert Londres quand même. Donc voilà. Donc on est avec lui, on est dans son enfance quand il est en Irak chez ses oncles, quand il revient, qu'il retrouve tout cassé, toute sa famille, etc. Et on est ensuite. Donc Et le choix du graphisme en noir et blanc paraît assez judicieux pour la thématique. Oui, parce que j'ai pas dit aussi, c'est que une BD, c'est quand même la qualité du graphisme, et que là, il y a véritablement tout un jeu avec l'emboîtement des images, la violence quelque part qui vient, la violence effectivement qui va bien avec le noir et blanc, etc. Donc je vous recommande ce Fallujah, ma campagne perdue. Chantal. Un premier roman.
un premier roman de Ramsès Kefi, 4 jours sans ma mère. Bon, écoutez, à lire si vous avez envie d'une tendresse, de tendresse intelligente, de bienveillance et d'un autre regard sur la banlieue, parce que la banlieue, elle est traitée sans misérabilisme, avec beaucoup d'humour. C'est l'histoire de Selman, qui a 36 ans, qui vit encore avec ses parents dans cette banlieue fictive appelée La Caverne. Il y a 7 tours. Et pourquoi on l'appelle La Caverne? Parce que les tours sont décorées par différents animaux préhistoriques, des bisons, etc. Lui, qui a été un bon élève, qui a un master d'histoire ancienne, eh bien, il travaille dans un fast-food, dans le sushi Tajin, et il traîne avec ses copains, avec notamment Charlie, bien, sur le parking. Mais voilà que, dans cette famille, Amani, la mère, l'épouse, femme de ménage à la retraite, eh bien, va disparaître, fugue, et elle laisse un petit mot: je dois partir, vraiment, mais je reviendrai, tu comprendras, je t'aime, à bientôt, fils, avec la date 23 novembre 2020. C'est la cata, c'est le drame pour le père et le fils. Et c'est un grand plaisir de lecture parce qu'il va y avoir une sorte d'enquête menée par le fils. Alors les indices sont assez minces puisqu'il y a ce petit mot, puisqu'il y a un chat qui a disparu, il y a une clé et le Selman n'a qu'une seule information sur ses parents qui venaient de Tunisie et qui étaient des orphelins. Alors, il y a beaucoup de pittoresque dans l'écriture, il y a des effets de décalage, des effets stylistiques, avec un semblant d'oralité. L'auteur a un sens de la formule, mais la banlieue, eh bien, il faut voir comment est décrite la banlieue, qui devient presque un personnage autant que les figures secondaires. C'est une lecture, j'ose dire, assez facile, mais attention, derrière cette légèreté, derrière cette fantaisie et cet humour, eh bien, il y a une certaine densité des problématiques, des questionnements universels sur le droit de savoir d'où l'on vient, sur le droit de la transmission. Pourquoi cette famille, eh bien, immigrée, fortement intégrée, n'a pas transmis quelque chose, mais comme je le dis, tout ça, c'est en sous-bassement, c'est implicite. Lisez-le pour découvrir Amani, cette femme discrète, une anti-héroïne, mais qui va peut-être prendre son destin en main. C'est un récit, on ne la connaît, cette femme, que par l'intermédiaire de Selman, parce que c'est un récit à la première personne. Donc vraiment un roman à entrée multiple, avec une belle histoire, avec un contexte sociologique très sublimé, avec des personnages secondaires, eh bien Maria, Mimi, Jacou et tous les autres. Et comme dans le conte, il y a une révélation, il y a une transformation. Donc vous pouvez le trouver dans vos bibliothèques aussi respectives. C'est 4 jours sans ma mère de Ramsès Kefi. Alors André, nous allons parler de musée. Donc tu es allé voir... Non, d'exposition. Oui. Oui, bon, on est proche quand même, tout de même. Donc, Asdine Alaya et Christian Dior, dans la fondation Asdine Alaya, ce sont 2 maîtres de la haute couture. 18 rue de la Verrerie, pour la fondation, dans le Marais. Et j'ai vu ça a commencé mardi dernier. Donc, Asdine, il vient comme ça, en 1956... de Tunisie, avec une petite aide de recommandation et évidemment en ayant beaucoup regardé la mode sur les revues. Et là, il va avoir droit à 4 jours chez Christian Dior. Et ça va le marquer complètement. À tel point que il va lui-même se ruiner, entre guillemets, en achetant
après la mort de Dior, toute une partie de sa collection. Et d'ailleurs, en même temps qu'il y a cette exposition Azzedine Dior, Alaïa Dior, il y a chez Christian Dior, dans un autre endroit, la collection Dior qu'a gardée Alaïa. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a près de 70 ou 80 tenues, les robes pour la plupart, qui sont distribuées par deux. Et il y a une robe, elle va être de Dior, et elle sera datée en gros de 56 ou de 57. Dior meurt en 57. Et puis, à côté, une robe d'Azzedine Alaïa qui a un air de famille, pour le moins. Quelque chose. Parfois très proche, parfois beaucoup moins, mais toujours, c'est pas fait pour rien qu'on les a mises l'une à côté de l'autre. Et évidemment, lui, il a fait ça toute sa vie. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas 56, c'est 2010, 2018, enfin tout ce qu'on veut. On va avoir la deuxième robe C. Et alors, ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'est la différence qu'il y a entre l'inspiration et l'imitation. Azzedine Alaïa n'imite pas Dior, mais il s'en inspire. Et je crois que c'est ça. C'est vrai pour l'écriture, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout art. On a besoin de personnes qui vous inspirent. Et donc, moi j'ai fait un petit jeu. Et avant de regarder les étiquettes, je me dis, mais ça, c'est Alaïa ou c'est Dior? Une fois sur deux, je me suis un peu trompé. Mais bon, je suis pas non plus un grand connaisseur. Et puis, il y a encore autre chose qu'on peut voir dans cette exposition. Au premier étage, il y a une sorte de hublot où on voit tout l'atelier d'Azzedine Alaïa. Donc, vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. Vous pouvez y aller, il y en a encore pour quelques temps. Chantal. Alors, Magdalena Abakanovic, c'est une exposition qui se donne au musée Bourdelle jusqu'au 12 avril et qui s'intitule « La trame de l'existence ». Alors, c'est une sculptrice, on peut le deviner, de textile. Elle utilise ce matériau, mais pour créer des œuvres originales et étranges. Pour moi, c'est une découverte, je ne la connaissais pas. Ce sont des œuvres monumentales, toutes créées avec différents textiles. Ça peut être de la laine, ça peut être du coton, du sisal, du lin ou le tout mélangé. Et ces œuvres sont inquiétantes, comme je le disais, et j'ai eu un coup de cœur, par exemple, pour un bas-relief qui représente des corps morcelés. Elle est moderne dans la conception de son art, et elle s'exprime sur le mode de la série. Son groupe intitulé La Foule, ce sont des humains sans tête, porte, j'ai envie de dire, presque l'histoire humaine. C'est pas la technique traditionnelle du tissage qui l'intéresse, c'est véritablement l'émotion que portent ces œuvres, c'est l'émotion que ces œuvres vont susciter. Elle dit, en décidant de créer des groupes, je voulais remettre en cause la sculpture comme un objet singulier, trop vite réduit à un élément décoratif. Donc ce n'est pas de la décoration que j'ai vue. Il y a des sculptures en suspension. Alors, j'ai lu quelque part qu'elle aurait voulu que cela soit animé, que l'on puisse circuler au milieu de ces sculptures. Malheureusement, les conservateurs vont en décider autrement parce que il faut préserver quand même l'œuvre. Donc là, j'ai vu avec cette exposition, les différentes possibilités de fibres et d'utilisation de la fibre. Et sa vision, c'est d'abord sur le corps, mais ça va s'étendre aussi à la représentation de paysages. C'est au musée Bourdelle. Vous pouvez aussi, à la faveur de cette exposition, aller voir le musée, la galerie, les jardins, où vous verrez les bronzes d'Antoine Bourdelle, parce que là se situait son atelier de travail. Ça se donne donc, comme je viens de le dire, jusqu'au 12 avril.
Alors, j'avais envie d'aller voir la petite cuisine de Mehdi, André. Qui est sorti pas très longtemps et que j'ai vu. Alors, la petite cuisine de Mehdi, c'est une histoire familiale. Mehdi il est très doué parce que il est devenu un chef dans un petit restaurant qui veut reprendre à son compte. Il sort, il est fou amoureux de Léa, qui est serveuse et dont les parents, qui ont des sous, sont prêts à aider Mehdi à racheter le restaurant. Seulement, c'est une famille, alors, je vais pas dire ça, attention, algérienne, c'est-à-dire méditerranéenne, donc un peu spéciale. À savoir que la mère, il tient un rôle délicat, surtout avec des enfants qui sont pas comme il faut, vraiment, comme elle voudrait. Donc, elle voudrait vivre en Algérie, mais elle revient là, et pour la circoncision d'un de ses petits-fils qui ne sera jamais, elle apprend que sa fille est enceinte et qu'elle veut garder son bébé alors qu'il n'y a pas de papa. Et alors, évidemment, le fils là, il va pas présenter sa petite blondinette à maman, d'où l'idée qui lui vient de demander à une de ses amies de faire la maman. Et donc, évidemment, on voit la comédie que ça peut créer. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est justement, comment dire, l'hypocrisie familiale. Et je crois que ça concerne toutes les familles. c'est ça qui est... Mais de façon différente selon les cultures, mais il y a toujours un problème. Et là, j'ai trouvé que c'était intéressant la façon comique dont Amine Adjina traitait le problème. Au niveau du cinéma, c'est très classique, il y a rien d'extraordinaire, mais il y a et puis c'est aussi un problème de société. Dans quelle mesure on peut se mélanger aussi, c'est aussi la question que ça pose. Et je ne vais pas vous dire si ça se termine mal ou bien. Allez le voir. Chantal, on termine par deux films. Deux films. Alors, il y en a un qui est sorti, puis il y a l'autre qui va sortir demain, mercredi 25 décembre. Ils ont un point commun. Dans ces deux films, eh bien, il y a la comédienne Galatea Bellucci. Dans les deux cas, eh bien, elle sublime complètement les deux films parce qu'elle a une présence très très forte à l'écran. Donc le premier, c'est La Condition de Jérôme Bonnel, qui est l'adaptation d'un roman de Léonore de Recondo. Et dans cette condition, dans ce film que j'ai trouvé au départ un peu académique, un peu conventionnel, peut-être trop naturaliste, dans une atmosphère austère, mais il se trouve que j'avais vu la bande-annonce et parfois on donne trop d'informations dans la bande-annonce et c'était justement le début du film. C'est peut-être cela qui m'a empêché de complètement pénétrer dans ce film. Mais il va prendre un tournant extrêmement intéressant, avec des rebondissements que l'on n'attendait pas pour l'époque. Parce que c'est une histoire entre André, notaire, interprété par Swan Arlo, et puis la femme Victoire, c'est Louise Chevillon, qui l'interprète, et bien sûr André va fauter avec la bonne Céleste. Eh bien justement on n'attendait pas des rebondissements et les rapports de force, de désir, de sexe évoluent entre ce bourgeois qui a priori a tous les pouvoirs, entre cette épouse qui doit être un minimum soumise et cette bonne qui est écrasée par le système patriarcal. C'est filmé en clair-obscur, c'est très beau, et bien c'est ce qu'on va retrouver dans le deuxième film, dans L'Englouti. Et là, Galatea Bellucci, elle joue une institutrice de la Troisième République. Elle va dans un village dans les Alpes et elle va
elle qui est cartésienne, qui est du côté du savoir, elle est confrontée à quoi? À cette population qui parle le patois, à des sortes de forces obscures, cette communauté qui peut paraître arriérée. Et en fait, eh bien, cette femme, cette jeune aimée, elle va aussi connaître, elle va découvrir, eh bien, son corps, ses désirs, ses plaisirs féminins. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et le film est très beau parce qu'il est filmé à la bougie. Alors, juste un petit conseil de spectateur. Mettez-vous dans les premiers rangs, parce que parfois on peut avoir du mal à différencier. Non, on peut avoir, oui, mais que j'aime parce qu'il y a une atmosphère. Bien, grâce à la comédienne, grâce à son jeu très intériorisé, mais elle est très expressive. Donc, il y a un point commun entre ces deux films, c'est qu'il y a quelque chose de très contemporain dans ces deux films avec des personnages d'époque. Donc, l'englouti et la condition. Je vous ai parlé également de la petite cuisine de Mehdi, d'Amin Hadjina. De la trame de l'existence, exposition des œuvres de Magdalena Abakanowicz au musée Bourdelle. D'Azzedine Alaya et Christian Dior, 2 maîtres de la haute couture à la fondation Azzedine Alaya. Et un premier roman extrêmement intéressant, extrêmement séduisant, 4 jours sans ma mère de Ramsès Kefi aux éditions Philippe Rey. Et puis une BD à la fois autobiographique, de reportage sur Fallujah, la ville martyre. C'est Ferhat Alani et Halim qui ont créé cette BD. Et voilà, donc voilà, c'était le plus de jeux de scène. Et on se retrouve bien en direct le mardi pour d'autres épisodes de jeux de scène et plus. Au revoir.